Et si le prochain géant de l'agroalimentaire mondial surgissait d'un pays que tout le monde croyait condamné à la pauvreté? Imaginez ce scénario. Au cœur du Sahel, un pays enclavé et longtemps ignoré des cartes économiques s'apprête à défier l'ordre établi du marché mondial de la viande halal. Cette histoire n'est pas une fiction, mais la trajectoire inattendue du Burkina Faso. Le 3 décembre de l'an 2025, le Burkina Faso envoie sa toute première cargaison officielle de viande halal à l'exportation. Ce n'est ni un hasard, ni un simple coup médiatique de communication politique. Sous la direction résolue d'Ibrahim Traoré, le pays affiche désormais ouvertement ses ambitions de changer la donne, d'inverser la logique qui a longtemps fait du pays un simple fournisseur anonyme. Le projet Cattle Gold, acclamé par la population mais snobé par la plupart des experts internationaux, marque une rupture décisive pour ce pays longtemps réduit à l'exportation brute de bétail. Pendant des décennies, les chaînes de valeur étaient contrôlées par des puissances étrangères et nombreux étaient ceux qui pensaient que rien ne pourrait vraiment changer. Pourtant, le Burkina Faso ose industrialiser sur place, créant des emplois qualifiés, renforçant sa souveraineté économique et s'attaquant de front à la dépendance. Ignorer cette histoire, c'est rater un bouleversement silencieux mais potentiellement explosif, capable de réorganiser les équilibres régionaux et mondiaux de l'agroalimentaire. Pour saisir l'ampleur de ce moment charnière, il faut remonter à la source, l'histoire du bétail burkinabé et la genèse du projet Cattle Gold. Mais comment un pays si longtemps sous-estimé en est-il arrivé là? Pour comprendre cette trajectoire, il faut remonter à l'origine d'un pari fou, transformer la filière bovine locale, la sortir de l'ombre et miser sur l'innovation. Ce que l'on ignore souvent du Burkina Faso, c'est l'existence d'un trésor vivant, forgé par la ténacité et les traditions séculaires, un cheptel de plus de 10 millions de têtes qui façonne la vie au cœur du Sahel. Ce chiffre considérable pour un pays enclavé place le Burkina Faso parmi les plus grands détenteurs de bétail d'Afrique de l'Ouest, une ressource trop longtemps sous-exploitée. Ici, le bétail n'est pas qu'un héritage ancestral, il est la colonne vertébrale d'une nation, là où la poussière et la chaleur extrême ont endurci des générations d'éleveurs, résolus à survivre contre vents et marées. Pourtant, des décennies durant, le Burkina Faso vendait son bétail vivant à vil prix. Les camions traversèrent les frontières, emportant la véritable richesse. Ce sont les voisins qui transformaient et exportaient la viande, récoltant les bénéfices, tandis que les éleveurs burkinabés restaient des prisonniers de la précarité et de la dépendance. Prenons l'exemple du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ces pays achetaient le bétail burkinabé, le transformaient en enfermé dans leurs propres abattoirs, puis exportaient la viande vers l'Europe ou le Moyen-Orient. Les bénéfices étaient captés à l'extérieur, alors que les éleveurs burkinabés voyaient à peine de quoi améliorer leurs conditions de vie. Pays enclavé, souvent ignoré, le Burkina Faso semblait condamné à n'être qu'un fournisseur brut, soumis aux lois des marchés étrangers. Mais l'histoire allait bientôt basculer. En mars de l'an 2074, l'État a lancé une initiative inédite, le projet Cattle Gold. Plus qu'un simple plan agricole, c'était le début d'une révolution industrielle pensée pour stopper la vente à perte et reprendre la main sur toute la chaîne de valeur de la viande. Ce projet s'est inspiré de précédents historiques. Dans les années 70, le Brésil avait lancé sa propre révolution agricole pour industrialiser la transformation du soja. L'Argentine, quant à elle, avait réussi à devenir un géant de la viande en misant sur l'industrialisation locale des produits bovins. Le Burkina Faso s'est donc appuyé sur ces exemples pour concevoir sa propre stratégie d'émancipation. L'enjeu était immense, ne plus sacrifier l'avenir du pays. Industrialiser le secteur, créer des emplois qualifiés, générer de la valeur ajoutée localement et offrir enfin une part juste aux familles d'éleveurs. Cattle Gold, c'était la promesse d'une souveraineté alimentaire retrouvée, la fin d'un modèle hérité de la colonisation et de la dépendance économique. Pour illustrer l'ambition du projet, imaginons la différence entre la vente d'un bœuf sur pied et la vente d'un kilo de viande transformée, conditionnée et labellisée halal. Là où l'exportation brute rapportait à peine de quoi couvrir les coûts de production, la transformation locale multipliait la valeur par 3, voire par 5. Ne pas comprendre ce contexte, c'est passer à côté de la portée du bouleversement en cours, car ce projet est bien plus qu'une innovation technique. Il incarne la rupture avec des décennies d'exploitation, une volonté farouche de redessiner les équilibres régionaux et de restaurer la dignité nationale. Mais transformer toute une filière, c'est aussi s'aventurer sur un terrain semé d'embûches. La marche vers la souveraineté
impose au Burkina Faso de relever des défis inédits, d'affronter l'inconnu et de ne jamais flancher. Mais derrière cette ambition, quelle force s'oppose quant à la transformation? Et jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour défendre son avenir? Ce projet n'est pas qu'une usine. Il incarne la dignité retrouvée, la souveraineté à défendre coûte que coûte. Depuis l'annonce de Cattle Gold, le Burkina Faso est secoué. Le pays ne vend plus seulement du bétail, il propose un destin transformé. Sur les marchés, le prix du bétail grimpe aussitôt. Pour la première fois, les éleveurs voient Chambaud leur travail reconnu et justement payé. L'effet est immédiat, palpable. La richesse créée ne s'évapore plus, elle irrigue les campagnes. Dans les villages et les petites villes, une rumeur d'avenir prend racine. Les jeunes affluent dans les centres de formation, déterminés à apprendre les nouveaux métiers de la filière viande, du management à la transformation. Prenons l'exemple de Dédougou, une ville moyenne du centre-ouest. Là, un centre de formation accueille chaque année plus de 500 jeunes, leur enseignant l'hygiène alimentaire, la logistique et la gestion des abattoirs modernes. Chacun rêve désormais de participer à cette aventure collective. Partout, des coopératives émergent, portées par l'espoir de bâtir quelque chose de durable. Les files s'allongent devant les ateliers, chacun veut sa place dans cette révolution locale. Mais ce bouillonnement attire l'œil des puissances étrangères. Très vite, des investisseurs venus de loin flairent l'aubaine. Certains proposent des alliances, d'autres tentent de s'emparer des terres ou de contrôler les flux. La tension monte. Faut-il accélérer grâce aux capitaux étrangers ou défendre coûte que coûte cette indépendance naissante? Le débat embrase radio et marché. Ministres, syndicalistes, associations paysannes, tous plaident. La viande burkinabé ne doit pas devenir un simple produit d'export. Elle essaie désormais le symbole d'une identité, d'une souveraineté économique à protéger. Pour la jeunesse, le choix est existentiel. Contrôler son avenir ou risquer de retomber dans la dépendance qui a étouffé des générations. Le risque est immense. Si le pays garde la main, il peut briser le cycle de la pauvreté et gagner enfin le respect du monde. Mais au moindre faux pas, la porte s'ouvre aux intérêts extérieurs et le rêve d'indépendance peut voler en éclats en quelques années. L'équilibre est précaire, chaque décision est cruciale. L'usine n'est plus un simple bâtiment industriel. Elle concentre espoir et tension, devenant le théâtre d'une lutte pour la souveraineté. Ce projet technique se mue en catalyseur de débats passionnés, en miroir où le pays tout entier scrute son avenir. Mais une question brûle toutes les lèvres, qui au final tiendra vraiment les rênes de cette transformation? La suite va révéler jusqu'où chacun est prêt à aller pour défendre le rêve burkinabé. Au moment où les grandes puissances doutent et spéculent, une crise éclate soudainement au Brésil. Une sécheresse historique frappe le géant sud-américain, longtemps maître incontesté du marché mondial de la viande. En quelques semaines, les prix mondiaux s'envolent, les rayons se vident, les familles s'inquiètent, de Dubaï à Paris. Ce type de retournement n'est pas sans précédent. Souvenez-vous de la crise céréalière mondiale de 2008, qui avait brutalement mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Quand un acteur clé vacille, c'est tout l'équilibre qui se dérègle. C'est dans ce chaos que le Burkina Faso, jusque-là anonyme, s'impose comme la surprise mondiale. Le projet Cattle Gold, né dans l'indifférence générale, livre ses premiers conteneurs certifiés halal au port du Golfe. Les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar accélèrent, signant avec Ouagadougou des contrats jamais vus. En moins d'un mois, le pays enclavé du Sahel devient un fournisseur stratégique pour le Moyen-Orient. Les délégations s'enchaînent à Ouagadougou. Turquie, Europe, États-Unis, tous veulent à comprendre ce modèle inédit, l'acheter ou le surveiller. Le choc du Sahel fait trembler la hiérarchie mondiale. Les voisins africains, d'abord admiratifs, basculent dans la méfiance. Au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on observe la révolution burkinabé, avec fascination et inquiétude. Certains rêvent d'imiter, d'autres craignent l'effondrement de leur propre marché. Au Soudan et en Éthiopie, les éleveurs redoutent de perdre leur suprématie sur la viande halal. Dans les capitales occidentales, l'alerte est lancée. Les États-Unis, la France, l'Allemagne réalisent qu'une part essentielle de la sécurité alimentaire mondiale pourrait désormais dépendre d'un pays qu'ils jugeaient secondaire. À Bruxelles, les experts plaident pour une révision urgente de la politique agricole envers l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que dans les années 80, l'ascension soudaine de la Thaïlande dans le marché mondial du riz avait pris tout le monde de court, forçant les grands importateurs à revoir leur stratégie. Le Burkina Faso, à sa manière, est en train de rejouer ce scénario dans la viande halal. Mais l'enjeu majeur se joue sur le continent africain.
Si le modèle burkinabé tient, l'Afrique de l'Ouest pourrait enfin s'affranchir du cycle de dépendance et de sous-valorisation. Des milliers d'emplois qualifiés émergent, l'espoir renaît chez la jeunesse. L'économie gagne en fierté, en dignité. Mais si le modèle échoue, la désillusion serait terrible, et le contre-coup violent pour toute la région. Le Burkina Faso n'a plus droit à l'erreur. Sa réussite ou son échec va désormais peser sur la géopolitique mondiale de l'alimentation, bien au-delà du Sahel. Mais derrière le succès apparent, d'autres défis surgissent. La pression internationale et les rivalités internes menacent de tout faire basculer. Ce succès burkinabé ouvre-t-il une voie durable ou bien recèle-t-il de nouveaux pièges insoupçonnés? Le modèle du Burkina Faso repose sur 3 piliers: discipline collective, souveraineté affirmée et innovation locale. Grâce à ce triptyque, le pays a bâti une industrie de la viande halal compétitive, sans sacrifier son identité ni ses traditions pastorales. Pourtant, chaque conquête fait naître ses propres menaces. L'essor de la filière a provoqué une explosion de la demande, ce qui a brusquement fait grimper les prix en ville. Nombreux sont les citadins qui peinent désormais à accéder à une viande autrefois abordable, attisant débats et tensions sur la justice sociale. Prenons le cas de Ouagadougou. Dans certains quartiers populaires, le prix du kilo de viande a presque doublé en une année. Pour atténuer ce choc, le gouvernement a mis en place une subvention ciblée pour les familles les plus modestes, garantissant un accès équitable à la viande nationale. Un autre danger guette, la tentation de dépendre à nouveau de capitaux étrangers. Les offres venues du Moyen-Orient et de Turquie promettent des profits rapides, mais risquent d'installer une nouvelle forme de dépendance à rebours de l'esprit d'indépendance qui a forgé le modèle burkinabé. Il faut donc rester vigilant pour que la souveraineté si chèrement acquise ne soit pas bradée. Face à ces risques, le gouvernement a choisi l'action. Contrôle strict des exportations, subventions ciblées pour les familles modestes, soutien aux filières locales et renforcement de la formation technique. Des campagnes massives de vaccination du cheptel ont aussi été déployées pour garantir la qualité et la résilience face aux épidémies et aux attentes des marchés internationaux. Un exemple concret, dans la province du Kadiogo, une campagne de vaccination a permis de protéger près d'1 million de têtes de bétail contre la fièvre afteuse, rassurant ainsi les importateurs du Golfe et ouvrant la porte à de nouveaux contrats. Déjà, ce modèle inspire d'autres pays africains. Il prouve qu'il est possible de rompre avec la fatalité de la dépendance, de miser sur la valeur ajoutée locale et de bâtir une agriculture fondée sur la dignité et la créativité. Pour la population, l'enjeu est limpide. Ne pas subir l'avenir, mais le façonner collectivement, en s'appuyant sur la discipline et l'apprentissage, sans jamais céder à la facilité des solutions toutes faites venues de l'extérieur. L'avenir du projet burkinabé dépendra donc d'un équilibre délicat à maintenir. Il faudra ouvrir la porte à l'innovation et à la croissance, tout en protégeant la justice sociale, la souveraineté nationale et la résilience rurale. C'est ce fragile équilibre entre ambition et prudence qui dira si le Burkina Faso peut transformer son succès en un modèle durable pour lui-même et pour l'Afrique. Mais à quoi ressemble concrètement la vie de celles et ceux qui font tourner cette nouvelle économie? Plongeons dans le quotidien des éleveurs et des ouvriers du projet Cattle Gold. Dans le village de Gourcy, par exemple, Aïssa, une éleveuse de 35 ans, a vu ses revenus tripler en moins de 2 ans. Son fils, autrefois tenté par l'exil, a préféré suivre une formation en gestion de coopérative pour intégrer l'usine locale. Leurs journées commencent à 5 heures du matin, par la visite du troupeau puis la préparation des documents de traçabilité nécessaires à l'exportation. À l'usine Cattle Gold, Issa, un jeune ouvrier, supervise la chaîne de surgélation. Formé sur le tas, mais aussi grâce à des modules dispensés par des experts turcs et marocains, il veille au respect des normes halal, mais aussi à la sécurité alimentaire. Chaque pièce de viande est inspectée, étiquetée, puis conditionnée sous vide avant d'être expédiée vers Dubaï ou Riyad. Dans les marchés, la transformation est palpable. De nouveaux stands vendent des produits dérivés, du steak haché certifié aux saucisses halal, ouvrant des perspectives inédites pour la petite restauration et les traiteurs locaux. Le destin ne demande jamais la permission. Il se construit souvent là où nul ne l'attend. Regardez le Burkina Faso. Longtemps réduit à la sécheresse et à l'instabilité, ce pays vient de renverser tous les pronostics. Avec le projet Cattle Gold, il a osé franchir la ligne que beaucoup croyaient infranchissable. Il s'est hissé du rang d'exportateur, oublié à celui d'acteur essentiel dans l'industrie mondiale de la viande halal. Ce n'est plus une utopie, mais une réalité tangible.
Les chaînes de valeur, autrefois verrouillées par les géants, s'ouvrent désormais à ceux qui osent investir dans leur propre avenir. Le Burkina Faso n'a pas attendu qu'on vienne le sauver. Il a transformé ses faiblesses, enclavement, précarité, en levier stratégique. Là où l'on voyait un piège, il a trouvé une voie d'émancipation. Cette métamorphose est un avertissement pour le monde. Refuser de la voir, c'est ignorer que l'espoir et la puissance peuvent changer d'adresse, que le centre de gravité économique n'est jamais fixé pour toujours. Aujourd'hui, la souveraineté ne se proclame plus. Elle se gagne par l'action, la création de valeur sur place, la maîtrise de ses propres ressources. Pour les sceptiques, la preuve est éclatante. Un modèle économique peut être bouleversé, reconstruit, et faire naître des emplois qualifiés, de la dignité, une nouvelle confiance collective. L'industrialisation locale n'est pas un mirage africain, mais un chemin exigeant, réel, à la portée de ceux qui refusent la résignation. Ce qui se joue ici dépasse la question de la viande halal. Ce sont des décennies de dépendance qui s'effacent, des murs mentaux qui s'effondrent, une économie qui relève la tête. Ignorer ces signaux, c'est choisir de rester prisonnier du vieux récit, celui d'une Afrique spectatrice. Mais aujourd'hui, elle écrit son propre rôle. Alors, la prochaine fois qu'un pays enclavé avance dans l'ombre, posez-vous la question: où émergera la prochaine révolution économique? Le futur appartient à ceux qui savent percer les évidences. Pour conclure, retenons quelques enseignements pratiques pour tout pays ou région souhaitant s'inspirer du modèle burkinabé. 1. Investir massivement dans la formation technique et la qualification des jeunes afin d'assurer la montée en compétences locales et la maîtrise des process industriels. 2. Instaurer un système de traçabilité et de contrôle qualité irréprochable pour répondre aux attentes des marchés internationaux et garantir la confiance des consommateurs. 3. Protéger les filières locales par des mécanismes de soutien ciblés pour éviter que la croissance des exportations ne se fasse au détriment de la consommation intérieure et de la justice sociale. 4. Diversifier les débouchés en négociant avec plusieurs partenaires à la fois pour ne pas retomber dans une dépendance à un seul marché ou à un seul investisseur. 5. Encourager la création de coopératives et de structures no collectives afin de mutualiser les risques, partager les savoir-faire et renforcer l'ancrage territorial du projet. Ce sont ces pas concrets et reproductibles qui permettront d'ancrer un modèle de développement durable, résilient et inclusif. Au bout du compte, la véritable richesse d'une nation ne se mesure pas seulement à ses ressources naturelles, mais à sa capacité à en faire un levier d'émancipation collective. Le Burkina Faso, par son audace, nous rappelle que les révolutions économiques naissent toujours là où on les attend le moins. La question n'est plus de savoir si un petit pays peut devenir un géant, c'est de savoir qui, demain, osera prendre à son tour le pari de l'audace,